Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 14 février 2025. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération ou aucun don de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, l'annexion du Canada comme 51e État. Faisons un peu d'histoire de cette notion d'annexion. Est-ce une idée nouvelle ou une vieille idée? Voilà. J'aimerais d'abord préciser que quant à mon background en droit américain sur cette question particulière de l'annexion, entre autres, c'est que je détiens une maîtrise en droit international et en droit de la sécurité nationale de l'Université de Georgetown à Washington, où j'ai vécu en 2006-2007. Cette maîtrise s'ajoutait à une maîtrise que j'avais de l'Université de Montréal en droit et un baccalauréat en droit, et à une maîtrise et à une scolarité de doctorat en philosophie et un baccalauréat en philosophie, toujours de l'Université de Montréal, mais ma scolarité de doctorat, je l'ai fait à l'Université Laval. Et j'ai commencé mes études de droit à McGill en 1979, que j'ai abandonné en raison du référendum. Bon. Et j'étais à l'époque membre des Forces armées, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire que ma spécialité, c'est vraiment le droit à la sécurité nationale, le droit international, et en particulier le droit américain, tout ce qui relève de la sécurité nationale américaine. Voilà, au cours des dernières semaines, nos médias et notre classe politique s'est montrée particulièrement hystérique et traumatisée au sujet de la proposition du président, du 47e président des États-Unis, Donald J. Trump, de faire du Canada le 51e État des États-Unis. On a l'impression que c'est un lapin sorti de son chapeau. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'idée de l'annexion est une idée qui existe, qui, qui a été en quelque sorte transmise de façon discrète, presque clandestine, au fil des années, mais ça remonte à très loin. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en faisant un peu d'histoire. En fait, ce matin, je me transforme un peu en professeur d'histoire pour montrer à quel point notre establishment et nos médias font preuve d'une ignorance ou de mauvaise foi. Je l'ignore. Voici. Pour bien comprendre ma démonstration, il faut se placer sur un plan, je vous dirais, pédagogique, sur 3 lignes chronologiques. D'abord, ce qui se passe sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec, qui s'est appelé la province de Québec, qui s'est appelé la Nouvelle-France, donc le territoire qu'on va appeler l'Amérique du Nord britannique suite à la conquête. Ce qui se passe au sud de la frontière, qui s'est appelé la Nouvelle-Angleterre, qui va devenir les États-Unis, et ce qui se passe en Europe, en particulier entre la France et l'Angleterre. Il y a donc 3 plans distincts d'un point de vue pédagogique. Ce qui se passe au Canada, province de Québec, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe à travers l'histoire, à travers une chronologie qu'on va faire débuter en 1759. En fait, au mois de septembre 1759. C'est vraiment là que tout va basculer. Je m'explique. D'abord, en 1759, au mois de septembre, la colonie française, parce qu'ici ça appartenait à la France, la colonie française, s'attend à être attaquée par l'Angleterre, c'est-à-dire par la Navy, la marine anglaise, et la colonie française s'attend d'être défendue par la Royal
la marine française. Évidemment, on le sait, deux généraux vont s'affronter, Montcalm et Wolfe. Voici. Le problème, c'est que dans nos livres d'histoire, on lit que finalement, on s'attendait d'être défendu. On attendait de voir devant Québec, on s'attendait de voir devant Québec l'arrivée de la marine française, mais c'est la Navy qui s'est pointée. Voyons ce qui s'est passé en Europe, ce qui se passait en Europe bien avant le mois de septembre 1759. Qui régnait à cette époque-là sur la France et qui régnait sur l'Angleterre. Sur l'Angleterre, c'était le roi George II et sur la France, c'était Louis XV. George II, évidemment, était d'origine allemande, tout comme la cour anglaise à cette époque-là, on y parlait l'allemand. Et c'était en quelque sorte l'Angleterre était plus ou moins une province de ce qu'on va appeler la Confédération germanique qui regroupe la Saxe, la Prusse, la Prusse, les électorats de Haine et la Bavière, bien entendu. Donc, et là, il va falloir attendre en 1870. Mais ça, c'est un autre dossier. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'au mois de septembre 1759, en Angleterre, ce qui se passe, c'est que vous avez Louis XV au pouvoir et vous avez le roi George II qui est en Angleterre. Donc, voici. Louis XV, le problème, c'est que Louis XV, conseillé par Jeannette Poisson, qu'on va appeler la marquise de Pompadour, eh bien, n'a absolument pas l'intention de défendre la Nouvelle-France. En fait, au mois de septembre 1759, la France a littéralement largué la Nouvelle-France. Il n'a pas l'intention de défendre, pour la simple et bonne raison que Louis XV veut envahir l'Angleterre avec l'aide de l'Écosse. Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre que cette idée du Royaume-Uni est en train de naître, mais de façon, je vous dirais, très graduelle. Hein? L'idée du Royaume-Uni, à savoir de réunir l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande. Mais c'est en voie de formation tout ça parce que l'Écosse est encore des relents de catholicisme, malgré la réforme initiée par Henri VIII. Donc, il faut comprendre que la France, à ce moment-là, veut vraiment mettre la main sur l'Angleterre parce que c'est la guerre de 7 ans, une guerre qui dure depuis 7 ans. Et la France veut vraiment, passez-moi l'expression, se montrer victorieuse. En fait, elle veut compter des points et remporter une victoire contre l'Angleterre, une victoire définitive et finale. Et pour ce faire, la France veut envahir l'Angleterre, maîtriser l'Angleterre complètement. Ce qui va se traduire par la fameuse bataille des Cardinaux au mois de novembre 1759, qu'on va appeler en anglais la bataille de Quiberon. Et cette bataille des Cardinaux, bien, la France va la perdre. Ça va être une défaite définitive et complète pour la France. Il faut comprendre aussi ce qui se passe à la cour de Louis XV, où Jeanne-Antoinette Poisson a énormément d'influence et le roi Louis XV, qui est marié à Marie Ledzyska, qui est une Polonaise, une catholique dévote, qui n'est pas très portée sur la chose, pour ne pas dire le sexe, eh bien, la marquise de Pompadour est la maîtresse de Louis XV et elle lui fournit de jeunes filles aussi pour son plaisir personnel. Donc, il faut comprendre que la mentalité à cette époque-là, à Versailles, était une mentalité qui était à la limite du scandale et qui frôlait, si vous voulez, une sorte de décadence de la monarchie française et qui va se
continuer jusqu'à Louis XVI, et on sait comment ça va se terminer avec la Révolution française de 1789 et avec la terreur et ainsi de suite. Bon, tout ça pour vous dire que le portrait en 1759, au mois de septembre, pour la bataille des Plaines d'Abraham, eh bien, pour les colons français, les Français d'Amérique, c'est une défaite annoncée, mais ils sont encore sur l'illusion que la France va les défendre. Eh bien, non. La France trahit, littéralement trahit ses colons français d'Amérique, trahit ses généraux, Vaudreuil, Lévis, Montcalm. Eh bien, ça va être la grande défaite. Et le moment, elle est un point tournant dans notre histoire, la naissance de la situation finalement qu'on connaît au Québec présentement. Et tout ça, ça va bien sûr se jouer de manière juridique et définitive en 1763 avec la conclusion du traité de Paris où la France cède la Nouvelle-France à l'Angleterre et va conserver Saint-Pierre-Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, mais va conserver quand même ce qu'on va appeler le territoire de la Louisiane, qui va ensuite être cédé par Napoléon un peu plus tard, qui veut évidemment financer ses guerres. Bon, donc on se retrouve en novembre 1759 avec la bataille des Cardinaux que la France va perdre, et 1763, le traité de Paris, et la France cède finalement la Nouvelle-France, qui est le Québec d'aujourd'hui, si vous voulez, à l'Angleterre, dans le contexte évidemment d'un Royaume-Uni qui se forme là, graduellement et qui va devenir ce qu'on va appeler le British Empire avec les différentes colonies. Bon. Donc, on se retrouve en 1763. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, au sud de la frontière en Nouvelle-Angleterre, eh bien, déjà, il y a des troubles majeurs, des affrontements entre des coloniaux et l'armée britannique. Et l'armée continentale américaine se forme graduellement et avec un général à sa tête, général George Washington. Il faut comprendre que va se joindre à ce moment-là un dénommé Clément Gosselin, qui va devenir major Clément Gosselin, un petit gars du bas du fleuve, et dont on trouve une pierre mémoriale, une place mémoriale à l'île d'Orléans aujourd'hui. Eh bien, le major Clément Gosselin va être sous les ordres du général George Washington durant toute la guerre révolutionnaire. Au Canada, je reviens au Canada, et par rapport à l'Angleterre, bien entendu, puisqu'on va être sous la gouverne de gouverneurs militaires jusqu'en 1867, eh bien, au Canada, en 1774, voyant qu'il est en train de perdre le contrôle, en quelque sorte, de sa colonie George III, qui succède à George II, n'est-ce pas, en 1763, c'est George III qui va prendre la relève, et à cause du décès de George II, bon. Donc, George III consent l'acte de Québec aux Français d'Amérique. Il faut comprendre qu'il y a un problème linguistique, d'abord parce que les Français parlent français. Bon, nous, on ne parle pas l'anglais à ce moment-là. Et ils cèdent, en quelque sorte, le droit de pratiquer la religion catholique, le droit de parler français, c'est-à-dire de maintenir la coutume française comme institution juridique, comme droit applicable dans la nouvelle colonie conquise, si vous voulez. Donc, la religion, la langue et ce qu'on va appeler le droit civil, qui est en fait la coutume de Paris à cette époque-là, puisqu'on est avant le code de Napoléon, qui va être finalement le fondement de notre code civil. Donc, 1774. Et là, il faut comprendre que la raison de ce beau cadeau de George III aux Français d'Amérique n'est pas innocent. Hein? Il ne veut pas que l'on joigne la Révolution américaine. C'est aussi simple que ça.
parce qu'en 1776, ça va être la déclaration d'indépendance des États-Unis, la constitution du premier congrès des États-Unis avec George Washington, et cette déclaration d'indépendance va être rédigée par Thomas Jefferson. Donc, 1774 et 1776, évidemment, on ne peut pas ignorer le lien entre les deux, entre la naissance de la nouvelle colonie indépendante au sud de la frontière, la Nouvelle-Angleterre qui va devenir les États-Unis et le premier congrès, et la guerre révolutionnaire qui dure de presque depuis 30 ans du côté américain, va évidemment connaître comment est-ce que je pourrais dire, une réalisation magistrale par la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, déclaration rédigée par Thomas Jefferson. Voilà, pendant ce temps-là, Georges III nous fait un petit cadeau. Hein? Juste auparavant, là, il nous donne l'acte de Québec. Par hasard, par hasard. Il ne voulait pas qu'on joigne la Révolution, il ne voulait pas qu'on s'annexe. Hein? L'annexion, il ne voulait pas ça. Et nous, on a le major Clément Gosselin pendant ce temps-là qui travaille très fort avec George Washington pour évidemment consolider les frontières. Et pour le récompenser, George Washington va consentir à Clément Gosselin un immense comté, le Clinton County, dans le nord de l'État de New York, pour en quelque sorte, son service à la nation. Donc, 1776 aux États-Unis, 1774 au Canada. Prochaine étape, 1791. Pourquoi 1791, c'est important? Parce que c'est l'acte constitutionnel de 1791, un acte du Parlement anglais et du roi Georges III, toujours lui, qui divise le territoire qu'on va appeler le Canada en Haut et Bas Canada. Dans le Bas Canada, évidemment, ça va être le territoire habité par les Français. Le Haut-Canada, eh bien, le Haut-Canada va devenir l'Ontario et il va recevoir les loyalistes qui vont fuir la Révolution américaine, qui vont fuir la naissance du nouveau pays appelé les États-Unis pour constituer l'Ontario. Un peu plus tard, des Irlandais en provenance d'Angleterre, en provenance d'Irlande et d'Angleterre, vont se réfugier dans le Haut-Canada parce que, à raison de persécutions religieuses. Ils sont catholiques, l'Angleterre est anglicane, on les déporte d'une certaine manière au Canada, ils vont se réfugier dans le Haut-Canada. Donc, on se retrouve en 1791 avec un Canada divisé en deux, le Bas-Canada et le Haut-Canada. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, en 1789, c'est l'adoption de la Constitution des États-Unis qui fait suite à l'adoption de la Confédération des États-Unis, l'acte confédératif de 1787, qui va être en quelque sorte amendé pour devenir la Constitution finale, définitive, de 1791. D'autres amendements vont être ajoutés à la Constitution américaine au fil des années. Donc, 1791, on s'organise en quelque sorte, c'est-à-dire que la couronne britannique nous organise en quelque sorte pour que le Canada français puisse continuer et que le Haut-Canada puisse exister pour recevoir à la fois des loyalistes et des Irlandais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après 1791? Eh bien, on se retrouve en 1840 avec l'acte d'union. Pourquoi l'acte d'union? L'Angleterre décide d'adopter l'acte d'union. Eh bien, c'est en réponse à la révolte des Patriotes de 1837-1838. Pourquoi les Patriotes se sont-ils révoltés? Se sont-ils révoltés pour ramener le Bas-Canada à la France? Se sont-ils révoltés pour créer un pays indépendant? Eh bien, mon hypothèse est la suivante, c'est que les Patriotes voulaient s'annexer aux États-Unis. Pourquoi s'annexer aux États-Unis? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les idées républicaines qui reposaient fondamentalement sur une idée des droits de l'homme et sur le concept de liberté. Et de que nous naissons tous égaux et qu'il fallait sortir de la monarchie et des structures d'establishment monarchiques.
Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les patriotes se sont révoltés. C'est mon hypothèse, et je pense que c'est la seule qui tient la route. Ils voulaient vraiment participer à cette nouvelle énergie dégagée par la Révolution américaine et possiblement par la Révolution française. Mais ça, je suis beaucoup moins certain, étant donné la grande distance qui existe entre la France et l'Angleterre, c'est-à-dire entre la France et le Canada. À l'époque, il faut comprendre que les communications étaient relativement compliquées, alors que les communications entre le Bas-Canada et les États-Unis étaient beaucoup plus aisées, beaucoup plus faciles de traverser la frontière, de se rendre à New York que de se rendre à Paris. Donc, les idées américaines ont fait leur chemin dans le Bas-Canada, ce qui va donner lieu aussi, un peu plus tard, après la révolte des Patriotes et après l'acte d'Union, le fameux Louis-Joseph Papillon et Antoine Desaulles qui vont produire le manifeste pour l'annexion du Bas-Canada, le manifeste annexionniste pour annexer le Bas-Canada aux États-Unis. Donc, l'acte d'union vise à fusionner l'Assemblée du Bas-Canada avec l'Assemblée du Haut-Canada. Ça va être un échec pour l'Angleterre. Et ça va être aussi la fameuse question du rapport Durham qui veut assimiler les Canadiens français. Mais ça aussi, ça va être un échec. Parce que ça bouillonne aussi dans le Haut-Canada. Les Irlandais veulent s'annexer aux États-Unis, n'est-ce pas? Et comme Louis-Joseph Papillon, Antoine Desaulles et leur fameux manifeste sélectionniste font de la propagande, ou enfin essaient de rapprocher le Bas-Canada, les idées du Bas-Canada, des idées américaines associées à la liberté, à l'égalité, voilà, et qui sont le fondement de la Constitution américaine. Donc, en 1840, il y a vraiment, si vous voulez, une offensive de Londres pour maîtriser la révolte dans le Haut-Canada des Irlandais et dans le Bas-Canada des Français par rapport à cette idée annexionniste. La prochaine date, on se retrouve en 1865 avec l'adoption par Londres du Colonial Law Validity Act, c'est-à-dire que toutes les lois adoptées par le Parlement, par les assemblées fusionnées du Haut et du Bas-Canada, qui résultent de l'acte d'union, toutes les lois incompatibles avec les lois anglaises vont être jugées nulles, repugnant, nulles, non avenues, sans effet, repugnant, l'expression anglaise. Donc, il faut comprendre que les lois du Canada et les lois anglaises, en quelque sorte, doivent être parfaitement compatibles. Donc, c'est 1865, l'adoption d'une nouvelle loi. 1867, c'est la Confédération. On crée les provinces et on crée un gouvernement civil. Parce qu'il faut comprendre qu'entre 1763 et 1867, ce sont des gouverneurs militaires qui dirigent le Canada et plusieurs de ces gouverneurs militaires sont d'origine ou d'ascendance écossaise, c'est-à-dire souvent influencés par le catholicisme ou souvent même encore catholiques, disons, d'inspiration. Parce qu'on ne pouvait pas être officier dans l'armée britannique, dans l'armée anglaise et être catholique. C'était impossible. Mais parce qu'ils sont écossais, parce qu'ils sont d'origine écossaise et qu'ils ont en quelque sorte une certaine tradition avec, bon, Marie de Guise, et que l'Écosse a été catholique, a continué d'être catholique même après la Réforme et que la transformation du catholicisme écossais en la religion presbytérienne, qui va être une sorte de compromis, fait en sorte que les officiers généraux anglais d'origine écossaise comme Murray, eh bien, vont réussir à bien s'entendre avec les Canadiens français, avec les Français d'Amérique d'ici. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, dans la foulée de 1789, de la Révolution française, le clergé français s'est réfugié ici, au Bas-Canada, ou dans le Canada de l'acte d'union.
et va continuer de se réfugier ici. Donc, il y a beaucoup d'églises, de collèges, de couvents, de monastères qui se développent. On peut même dire que le Québec est devenu une terre de refuge pour l'Église catholique durant cette période très troublée. Donc, 1867, c'est la création du premier gouvernement civil pour le Canada, le Dominion du Canada, qui va s'appeler officiellement le Dominion du Canada, avec des provinces, le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, le Manitoba et d'autres provinces vont se joindre par la suite. Donc, voilà, 1867. Ensuite, on va se retrouver par une période, je vous dirais, d'accalmie. Néanmoins, il est important de dire qu'en 1867, ce beau cadeau qu'on va appeler le Dominion du Canada est en fait une réponse à ce qui se passe du côté américain. C'est que les États-Unis sortent de la guerre de sécession qui a été une guerre civile atroce. Et le général Ulysses Grant, eh bien, lui, ambitionne d'annexer le Canada. Pourquoi? Parce que John Wilkes Booth, qui a tué le président Lincoln, s'est réfugié à Montréal. Et que durant la guerre de sécession, et ça c'est important de le dire, l'Angleterre, le Royaume-Uni a appuyé les Confédérés, les racistes du Sud. Et là, puisque les Bleus, les Républicains, ont remporté la guerre de sécession et que les Confédérés se sont associés, vont devenir après la guerre ce qu'on va appeler les fédéralistes, et qui va devenir le Parti démocrate, soit dit en passant, eh bien, Ulysses Grant, lui, veut vraiment annexer le territoire canadien. C'est la raison pour laquelle l'Angleterre va réagir. L'Angleterre qui agit de manière très hypocrite parce que Victoria, la reine Victoria, la souveraine, est contre l'esclavagisme, sauf que son entourage et les oligarques anglais ont toujours supporté l'esclavagisme. En fait, ils l'ont créé, l'esclavagisme, avant la Révolution et qui s'est continué après la Révolution américaine. Donc, il est important de comprendre qu'il y a un lien direct entre la Confédération, la loi de 1867, dans la foulée de la guerre de sécession américaine et de la colère du général Grant. Et d'ailleurs, une loi va être adoptée au Congrès américain pour l'annexer le Canada aux États-Unis. Donc, l'idée de l'annexion est toujours très présente. Maintenant, entre 1867 et la Première Guerre mondiale, il faut comprendre que le Québec, que le Bas-Canada, qui est devenu la province de Québec, va connaître une hémorragie de ses citoyens. Des milliers de Québécois, des milliers de Canadiens français plutôt à cette époque-là, vont quitter la province de Québec pour aller travailler aux États-Unis. Au New Hampshire, dans le Massachusetts, dans le Maine, ils vont, en quelque sorte, ça va être une énorme immigration. Il n'y a pas de travail ici. Hein? Ici, c'est l'agriculture et l'Église catholique. Vous devenez prêtre, à la limite, vous pouvez devenir notaire pour la gestion des terres, et c'est l'agriculture. Sauf que c'est une agriculture qui va mal, qui n'est pas industrialisée, qui est en retard par rapport à d'autres pays. Donc, les fermes sont à vendre, les fermes sont abandonnées, et les Québécois, les Canadiens français décident massivement d'aller vers les États-Unis pour y trouver du travail. Donc, on se retrouve avec la Première Guerre mondiale, en particulier avec 1917, qui va être une année importante puisqu'on adopte la loi sur les mesures de guerre. C'est la révolution bolchevique. Et là, pendant des décennies, on va se retrouver dans une situation un peu, je vous dirais, d'accalmie. Ce qui va mener en 1931 à l'adoption du statut de Westminster, où le Canada va pouvoir faire des lois incompatibles avec les lois anglaises, va pouvoir avoir, en fait, disposer de ses, va développer ses propres relations à l'international, et ainsi de suite. Ensuite, bon, ben écoutez, vous savez comme moi, ça va être la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a un certain nombre d'événements juridiques qui vont se produire en 1947 et en 1949, n'est-ce pas, avec
les amendements à la loi de la Cour suprême qui vont faire que les jugements vont devenir finaux et sans appel. En 1949, les jugements de la Cour suprême vont devenir finaux et sans appel. Le fameux article 52 de la loi de la Cour suprême, ce qui vient régler, ce qui est conforme à la décision du comité judiciaire du Conseil public de 1947, qui a dit qu'il n'entendrait plus les causes en matière civile et prévisionnelle en provenance du Canada. En 1945, bien sûr, Churchill perd le pouvoir. Clément Attlee est élu, ce sont des travaillistes, donc la gauche qui est au pouvoir, et en 1948, ici au Canada, Mackenzie King, évidemment, abandonne le pouvoir, laisse le pouvoir à Louis Saint-Laurent, un autre libéral, et c'est Louis Saint-Laurent qui va instituer cette modification à la loi de la Cour suprême. Maintenant, vous allez me dire quel est le lien avec l'annexion. C'est que pendant toute cette période-là, le Parti libéral est au pouvoir. Le Parti libéral est au pouvoir, si vous voulez, pendant presque 30 ans, avec Mackenzie King, 20 ans, Louis Saint-Laurent, 2 mandats. Ensuite, on va avoir une courte période avec Diefenbaker et on va tomber avec Pearson. Donc, on est vraiment le pays du Parti libéral. C'est la raison pour laquelle on n'entend plus parler de l'annexion. Mais là, il faut comprendre que le Parti libéral entretient des relations privilégiées avec les oligarques américains, entre autres les Rockefeller, les Ford, que ce soit dans les années 30 ou dans les années 40 et 50. Donc, il y a une relation, si vous voulez, privilégiée avec certains oligarques américains et c'est ça qui fait en sorte qu'on n'entend plus parler de l'annexion. Néanmoins, l'idée annexionniste va revenir graduellement dans les années 80-90 au Québec avec le Parti 51 et qui va tomber en désuétude. Il va y avoir le mouvement Québec-USA dans les années 90, mais qui ne sera pas un parti politique. Par la suite, vous allez avoir le parti d'Anne Mercier, tout récent, qui a été en quelque sorte dissolu en 2024. Donc, l'idée annexionniste, elle est là, elle a toujours flotté, elle est dans l'air, mais elle s'est rarement concrétisée. Elle a existé en quelque sorte à la marge, à la frange, on dirait en anglais, the fringe, et, mais elle est là. Et le président Trump a décidé de la réactiver en se basant finalement un peu sur la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe qui origine un peu dans la foulée de la guerre de sécession, dans les années qui ont suivi la guerre de sécession, et où l'Amérique a décidé, si vous voulez, de s'éloigner des guerres européennes, de laisser les Européens se débrouiller, en quelque sorte, avec leurs problèmes de nationalisme et de, si vous voulez, de partage territorial sur la base de la nation et de la langue. Les États-Unis ont choisi plutôt d'être cette république universelle très ouverte à l'immigration. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas de langue officielle. L'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Donc, un pays essentiellement républicain, ouvert et avec une constitution extrêmement forte. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et partagez, commentez. Je pense que c'était important de faire ces quelques clarifications au sujet de l'idée annexionniste qui remonte pratiquement à l'époque, si vous voulez, des patriotes, mais aussi bien avant, à l'époque de la guerre d'indépendance américaine avec le major Clément Gosselin, qui aurait souhaité aussi annexer. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.